Mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Laudet, je suis directeur de l'Observatoire de Banyuls ici, donc vous êtes dans votre amphi, et donc je voulais juste vous souhaiter la bienvenue, vous dire que je suis très content de voir l'amphi tout plein. Ça arrive souvent, à vrai dire, il faut dire ce qu'il est, mais enfin c'est toujours beaucoup de plaisir de voir le public nous rejoindre. Je souhaite vraiment qu'on ouvre le laboratoire le plus possible vers le grand public, donc je suis extrêmement content de vous voir tous. Et alors je suis d'autant plus content aujourd'hui qu'on est vraiment très tourné vers le public cette année pour la fête des vendanges, puisque nous avons le plaisir d'accueillir à Banyuls le bateau de Tara Océan. Donc vous avez tous entendu parler de Tara, très très belle opération scientifique, humaine et de sensibilisation du public à l'état des océans, et il faut se préoccuper très très fortement de l'état des océans, c'est extrêmement important, tout simplement notre vie en dépend. On ne peut pas vivre si les océans ne vivent pas correctement. Donc il faut absolument s'intéresser de très très près à la santé des océans, et elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle, parce qu'elle n'est pas en forme. Alors, dans les nombreux problèmes qui affectent les océans, le problème des plastiques est vraiment un des problèmes les plus graves auxquels nous devons faire face. C'est comme une gigantesque expérience sans contrôle, dont nous ne savons pas du tout ce qu'elle va faire, mais qui pourrait toucher le fondement même de la vie dans les océans, et donc de notre vie. Donc c'est un problème extraordinairement important, largement autant que le réchauffement climatique. Et il n'est pas question de savoir qui est le plus grave, il faut traiter l'ensemble de ces problèmes. Donc je suis très content de vous voir là, et je ne vais pas faire beaucoup plus long. Je voulais encore une fois vous souhaiter la bienvenue, et puis alors je voudrais donc remercier beaucoup Jean-François Guiglione qui va vous faire cette conférence. Donc Jean-François est un chercheur du laboratoire Arago dans l'unité d'océanographie microbienne de l'OMIC, et donc il est en train de devenir une personne vraiment très très importante pour la recherche sur les plastiques dans les océans, au niveau national et international. Si, tu deviens une star, Jean-François. Tu n'aimes pas l'idée, mais oui, c'est un fait. Et donc c'est vraiment une fierté pour le laboratoire d'avoir des chercheurs de ce calibre, et de voir qu'ils sont associés à Tara. Si Tara est venue chercher Jean-François, c'est pas par hasard, donc c'est une reconnaissance et on est extrêmement contents. Puis je voudrais faire un petit clin d'œil à son alter ego Leila Meserstein, parce que en plus de faire de la très très bonne recherche, ils font... Donc Leila est PDG d'une société qui s'appelle Plasticati, qui est incubée au laboratoire, et qui est bien la preuve qu'on peut faire de la recherche fondamentale de haut niveau, et puis créer des emplois, et puis créer une activité qui, outre qu'elle est bonne pour les océans, du moins on l'espère, il serait temps que vous mettiez au boulot là, est génératrice de recherche, d'emploi, de vie dans un endroit comme Banyuls. Donc le directeur que je suis est doublement ravi. Voilà. Et puis je vais donc passer la parole à Marc Dumontier qui va représenter ce soir le parc marin, parce que nous avons ici, sur la côte Vermeille, et même plus large que ça, mais il va nous expliquer ça, des partenaires absolument essentiels, le parc naturel marin du golfe du Lion, la réserve naturelle marine de Servères-Banyuls, pour n'en citer que deux. C'est très très important que chacun soit dans son rôle et qu'on soit tous connectés les uns avec les autres. Et donc je suis vraiment ravi que Marc soit là aujourd'hui, donc je vais lui céder la parole tout de suite. Merci encore, et puis bonne conférence. Bonsoir à tous. Merci Vincent de me permettre de présenter un peu les travaux du parc marin. Merci Jean-François aussi de m'avoir proposé ces quelques minutes. Moi, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous présenter le parc naturel marin du golfe du Lion. C'est un outil de gestion qui est assez récent, puisque le parc a été créé en 2011. Un parc, c'est quoi? C'est un périmètre, 4000 km² qui s'étend sur le département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, puisqu'on englobe la commune de Leucate. Un parc naturel marin, c'est quoi? Donc c'est un conseil de gestion dont Vincent Laudet fait partie. Ce conseil de gestion, c'est l'organe de gouvernance qui regroupe l'ensemble des acteurs de la mer, professionnels, loisirs, collectivités locales, et qui décide le devenir de cet espace marin pour les prochaines années
en s'appuyant sur un plan de gestion qui est un peu notre Bible et qui fixe les objectifs à 15 ans dans différents domaines. Et un parc a 3 enjeux majeurs: la protection, la connaissance du milieu, parce qu'au finalement on connaît très peu le milieu marin, et le développement durable des activités. Alors moi ce soir je ne vais pas vous parler de microplastique, je vais vous parler de macro-déchets, et je vais vous parler de ce qui se passe ici localement. Moi j'ai pas la chance, comme Jean-François, d'explorer les mers à bord de bateaux somptueux. Pourquoi on s'est intéressé aux macro-déchets? Parce que c'est vrai, quand on a élaboré le plan de gestion, la problématique des déchets était là depuis quelques temps, mais on n'avait aucune donnée sur l'ampleur de la pollution. Donc on a mis en place un suivi tout d'abord sur les plages, et on a pris 2 plages de référence, une plage sur la côte sableuse, sur la commune de Canet, et une plage sur la commune de Port-Vendres. Et on a fait des suivis avec un protocole européen, avec une fréquence mensuelle. Voilà, et on revient systématiquement tous les mois sur ces plages-là. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve plein de choses. Tout ça, on le récupère. À chaque fois, on ramasse tout sur les 100 mètres qui sont dédiés. On analyse à travers une grille de plus de 200 items pour essayer de les répertorier, essayer de trouver les origines de ces déchets. Alors voilà, le suivi a commencé en 2016. Voilà le nombre de déchets qu'on retrouve sur chacune des plages. Ici, la plage au nord, donc côte sableuse, et là, le Fourat, côte rocheuse. Ces chiffres, donc ici le nombre d'objets, sont pour 100 mètres de plage. Sachant qu'on a 43 km de plage à l'échelle du parc, je vous laisse faire le calcul. Voilà, en gros, plage de la Crouste, on est un peu plus de 10 000 par an, 10 000 objets différents par an. Et sur le Fourat, on est moitié moins. Alors, on a l'impression, là j'ai pas les données 2019, l'année n'étant pas finie, donc je les ai pas intégrées. Il semblerait qu'il y ait une diminution, voilà. Alors il faut faire très attention, l'échouage de déchets sur les plages est très dépendant des conditions climatiques. Et c'est vrai que depuis 2016, on a eu très peu de crues, très peu de coups d'est importants, même si on a un petit quelque chose ce week-end, mais c'est pas grand-chose. Voilà. Ensuite, pas de surprise, on catégorise donc l'ensemble des déchets. En jaune, ici, donc c'est la répartition des différents grands déchets, on va dire, hein, bois, papier, verre, vêtements, etc. Et ici, en jaune, ce sont les plastiques, différents types de plastiques. Alors là, c'est classé, c'est ce qu'on appelle le top 10. C'est les déchets qui reviennent le plus. Voilà. Et on se rend compte que les fragments de plastique, donc des morceaux de plastique, ça je vous ai mis un exemple ici, des morceaux de plastique non identifiés, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et après on a d'autres choses. Tout ce qui est en jaune, ça appartient à la catégorie des polymères plastiques. Donc on retrouve des choses connues, hein, coton-tige, bouteilles, les bouchons, les emballages confiserie, ça on en retrouve beaucoup, et bien sûr mégots de cigarettes. Alors, je vous ai montré un peu quelques résultats là, sur les plages. On a mis en place un autre suivi qui est cette fois-ci en mer, là aussi avec un protocole standardisé. Et là, on fait ce qu'on appelle de l'échantillonnage d'opportunités, c'est-à-dire quand on revient de plonger pour un suivi de surveillance, on fait un transect d'une demi-heure et avec voilà, une largeur bien délimitée, on compte tous les déchets qui sont en surface de l'eau. Voilà. Donc vous imaginez, voilà, ça c'est les différents transects qu'on a réalisés, sachant qu'on est basé au port d'Argelès, ce qui explique la densité de transects proche de notre port d'attache. Et bien sûr, on retrouve énormément de plastique sur ces transects. Hein, on est à 80-90% de plastique, très peu d'autres objets. Et on en retrouve quasiment systématiquement à chaque transect.
Sur la base de ces données qui sont partielles, hein, il y a moins de 40 transects, j'ai calculé rapidement une densité de déchets et on serait autour de 239 déchets par kilomètre carré. Pour vous donner un ordre de grandeur aussi, le parc fait 4000 km². Je vous laisse faire le calcul aussi pour la quantité de déchets qu'il y aurait au sein du parc à un instant T. Alors ça, c'est la carte, c'est le résultat d'une autre méthode. Là, par contre, on échantillonne l'ensemble du parc. Là, on mutualise différents suivis. C'est lorsqu'on leur fait les suivis sur les cétacés, où on sillonne l'ensemble des parcs. On essaye le parc est délimité en cases. Là. On essaye de passer dans chacune des cases. Et on comptabilise les cétacés, l'ensemble des usages, les différents bateaux, les oiseaux, etc. Et donc on a rajouté à ce protocole les macrodéchets. Là par contre, on fait que 2 campagnes par an, mais on sillonne l'ensemble du parc, une campagne à l'automne et une campagne au printemps. Ça, ce sont les résultats de 2018. Et vous voyez qu'il y a des zones avec des densités extrêmement importantes, puisque les cases en marron foncé, voilà, on est à plusieurs milliers de déchets par kilomètre carré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Marc, merci monsieur le directeur de l'Observatoire océanologique de Banyuls. Merci aux copains de Dara qui sont là pour me soutenir aussi, notamment le capitaine qui est là et son équipage. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui c'est la fête des vendanges. Vous êtes sacrément impressionnants de venir ici aujourd'hui alors que c'est la fête là-bas. Je vais vous raconter que des trucs déprimants. Mais bon, on va essayer d'aller vers les solutions. L'idée en fait c'est que voilà, on sait qu'on a une pollution plastique. Maintenant, comment on va inverser la donne? Ce que j'aimerais en fait qu'on arrive à faire, c'est que je vais vous faire un bilan de ce qu'on voit en mer. Et puis après, pendant le débat, peut-être on va essayer de parler des solutions tous ensemble, parce qu'effectivement, il va y avoir des solutions. Donc, je suis directeur de recherche à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et on peut se poser tout de suite la question de savoir comment on est arrivé là. Ça, c'est des images de la Philippine. Alors, on se dit c'est très loin, oh là là, mais dans quel état ils vivent? Vous voyez en fait qu'il y a des fleuves où on voit plus l'eau. Voilà, donc, on a des concentrations là-bas de macro-déchets, comme nous a présenté Marc tout à l'heure, qui sont bien supérieures à ce qu'on peut voir devant nos plages. Mais il y a des zones du monde qui sont comme ça, et les gens s'y habituent en fait à vivre là-dedans. Alors, comment on va essayer de comprendre ça? La première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 300 millions de tonnes de plastique qui est produit par an. Ce qui est intéressant, en fait, quand on essaie de réfléchir aux solutions pendant tout ce débat, ça a augmenté en fait de 20 ans dans les 50 dernières années. C'est là la date de la création du plastique et son usage par tout le monde. Et c'est prédit en fait que ça multiplie encore par 2 d'ici 2034, donc dans les 20 prochaines années. Ce qui est intéressant ici, c'est de montrer en fait qu'on a 40% de cette production mondiale du plastique qui est juste faite pour de l'emballage. Vous en retenez ça plus tard, évidemment, on se dit, étant donné qu'on a beaucoup d'emballage, peut-être que ça va être une solution en fait de diminuer notre production d'emballage. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est qu'on n'est pas là pour bannir le plastique il est très très utile. Vous le voyez, en fait, on a demandé à une famille en fait, de sortir toutes les choses qu'ils avaient en plastique chez eux. Donc là, ça représente ça. Bon, c'est assez classique finalement, hein. On regarde beaucoup pour les enfants, on a plein de jouets en plastique, les bottes en plastique. Vous allez voir en fait que même dans les fibres de nos vêtements, on a du plastique, on en a partout. Et ce plastique, il est très utile. Il est très utile, pourquoi? Parce qu'il coûte pas cher déjà. Et puis on peut en faire un peu n'importe quoi, des trucs durs, des trucs mous. Vous connaissez bien ces produits. Et puis ça correspond bien à notre société de consommation, de surconsommation du jetable. Et là, on répond bien en fait à la demande aujourd'hui, soi-disant, du consommateur. Alors, cette surconsommation du jetable, déjà, on va jeter. Le problème, en fait, c'est qu'on a une collecte qui est insuffisante. Vous avez tous vu des images comme ça. Vos poubelles, vous-même, des fois, elles débordent. Et puis, malheureusement, en fait, ça passe au-dessus. Et c'est ces 10% de déchets qui ne sont pas collectés qui vont finir en mer. 10% des déchets de chacun d'entre nous qui finissent en mer. Vous imaginez les quantités, en fait, qu'on va retrouver en mer après.
Alors le problème, effectivement, c'est la collecte qui est insuffisante. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on pourrait se dire, ah mais s'il y a des plastiques en mer, c'est les usagers de la mer en fait qui jettent leurs trucs par-dessus bord. Ça existe. On a les filets de pêche aussi, on en a beaucoup dans les mers. Mais ce qu'on sait, c'est que la majorité du plastique qui arrive en mer, qui est en mer, à 80%, il vient du continent. Donc le problème, en fait, il est là. Il vient de chez nous. On sait qu'on a à peu près 8 à 12 millions de tonnes, l'estimation n'est pas très claire, par an qui est relargué en mer. Donc c'est équivalent à un camion benne par minute. Voilà, on jette dans les océans. Alors, tout de suite, on se dit, ouais, mais c'est les pays asiatiques que je vous ai montré au départ qui sont les plus gros pollueurs. Je vous expliquerai la raison pourquoi, parce qu'on leur renvoie aussi beaucoup de déchets. Vous avez entendu ça dans les médias où en fait vous voyez les containers qui reviennent vers nous parce qu'ils en ont marre d'avoir nos déchets. Donc effectivement, c'est eux les plus gros pollueurs, la Chine en premier et différents pays asiatiques, le Philippines, Vietnam. Mais derrière ça, en fait, c'est nous, c'est l'Europe. On est à 600 000 tonnes de plastique qui sont rejetées par an. Alors, un constat aussi, c'est on va essayer de prédire ce qui va se passer dans l'avenir. Et là, en fait, au lieu de vous donner des grands chiffres, c'est plus simple de vous expliquer comme ça qu'aujourd'hui, en 2050, les estimations, c'est qu'on aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Donc là, en masse, ça commence à faire vraiment une catastrophe. Et là, vous voyez l'ampleur du problème. Je vous avoue qu'avec Tara, on a fait un peu le tour du monde. On est allé dans tous les océans du monde, on trouve du plastique partout. Et à chaque fois qu'on fait des prélèvements en mer, en fait, on trouve des plastiques. Nos plastiques. Alors, où est-ce qu'ils vont aller ces plastiques? Vous connaissez peut-être le 7e continent de plastique. Celui-ci se place dans le GIR du Pacifique Nord. Et ce qu'on voit, donc c'est celui-là ici, mais en réalité, en fait, c'est des courants qui ont toujours existé. Hein. Avant, il y avait du bois, tout ce qui flottait, en fait, on les retrouvait là-bas. Maintenant, on trouve du plastique. On trouve des plastiques très concentrés dans ces 5 GIR. Il y en a 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique et 1 dans l'océan Indien. Ces zones-là, elles sont particulièrement concentrées en plastique. Quand on va là-bas, on parle de continent de plastique. Alors ça, c'est des termes purement des médias qui ont été pour essayer de sensibiliser un petit peu ce qui se passe là-bas. N'imaginez pas un continent sur lequel on peut marcher. Par contre, on a des concentrations de petits plastiques qui sont vraiment hallucinantes. Ici, quand on va dans l'Atlantique, on ne les voit pas quand on est en surface, hein, imaginez bien. Mais par contre, quand on est là-bas, sur ces zones-là, Tara y était l'année dernière, et bien en fait, on voit, on peut récupérer les microplastiques comme ça, alors que d'habitude, on met plus d'1 heure avec des centaines de milliers de litres pour en récupérer autant. Donc c'est des zones de concentration qui sont présentes, mais ce que je veux sensibiliser tout de suite, c'est, certes, on a ce GIR du Pacifique Nord, par exemple, mais j'aime bien en fait ce petit exemple des containers. Donc il y a un container un jour qui part de Hong Kong, et puis ici, là, en 92, le container est tombé à l'eau. Bon, il faut savoir qu'il y a plus de 10 000 containers par an qui tombent à l'eau. C'est des choses qui arrivent, il y a tellement de choses qui sont transportées en fait, que on a beaucoup de containers qui tombent à l'eau. Dans ce container, en fait, il y avait des petits canards jaunes, vous voyez, des petits canards de main. Donc forcément là, il va y en avoir beaucoup qui tombent. Et le container s'ouvre. Voilà. Et là, ça a été une étude océanographique pour comprendre les courants qui était géniale. Parce que là, en fait, regardez 2 canards qui sont côte à côte, il y en a certains qui vont descendre vers l'Indonésie, l'Australie, d'autres qui vont partir vers le Chili, d'autres qui vont passer dans le GIR du Pacifique Nord et Nord. Vous voyez, en fait, ils font que passer. C'est pas tout s'accumule là, en fait. Ils rentrent et ils sortent. On va retrouver de l'autre côté au niveau du Canada, ça passe le détroit de Bering, hop, et ça arrive. Oh mince, ça va arriver jusqu'à chez nous. Vous voyez le temps qu'il faut, en fait, pour un plastique, c'est pas si longtemps, en fait, entre 92 et 2007, pour qu'un morceau de plastique fasse le tour du monde. Donc il faut bien imaginer en fait qu'il y a des zones de concentration, mais ce plastique, malheureusement, on va le trouver partout. Ensuite, les chiffres catastrophiques qu'on vous donne, ils sont, comme d'habitude, les scientifiques, ils sont assez frileux. Et on n'ose pas trop montrer les résultats et de dire c'est catastrophique, mais en fait on sait très bien que ce qu'on est en train de regarder, c'est malheureusement 1%, c'est vraiment le type de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg. Parce que toutes nos estimations qu'on fait en surface ici, elles ne représentent que 1% de ce qui arrive. Donc là on se dit, où sont passés les 99%? On ne sait pas trop. Il y en a beaucoup dans les sédiments. On a des partenaires de l'Ifremer qui ont l'habitude d'utiliser des sous-marins et qui vont dans le fond des océans. Il y a une étude l'année dernière qui allait dans la fosse de Marianne, c'est l'endroit le plus profond du monde. Le sous-marin arrive en bas, génial, on va regarder la biodiversité, tout ça, et le premier truc qu'il voit, c'est le plastique. Alors il récupère les bestioles qui sont là, et il regarde dans les animaux, et qu'est-ce qu'il voit? Du plastique. Il y en a partout. Ça fait plus de 10 ans en fait que Tara travaille sur les plastiques. Ils ont été parmi les premiers
à montrer en fait qu'on avait du plastique en Arctique, alors qu'on pense que c'est des zones qui sont protégées. D'accord ? Donc ce plastique, il va être vraiment, vraiment partout. Et on le sous-estime largement. Alors, ok, c'est bien tout ça, il y a beaucoup de plastique, mais est-ce que ça a un effet sur l'écosystème ? On pourrait penser que c'est inerte et que ça fait rien du tout. Voilà les différents effets qu'on va voir. La première, celle que vous connaissez bien, c'est un sac plastique, ça ressemble à une méduse, et l'acuité visuelle d'une tortue va faire qu'elle ne va pas faire la différence entre une méduse et un sac plastique, et donc une fois qu'elle va ingérer le sac plastique, malheureusement, elle va en mourir. Donc on parle ici de phénomène d'étranglement et d'obstruction des voies aériennes. En gros, ça bouche la gorge, et après ça les empêche de respirer. Aujourd'hui, on estime qu'on a 1,4 million d'oiseaux par an. Ces petits oiseaux, là, ceux-là, c'est des fulmars. Je vous assure que j'ai vu une dissection de ça, c'est vrai. C'est pas, on n'a pas fait ça pour montrer que celui-là avait particulièrement de déchets. Dans les fulmars, on trouve énormément, et en fait, ils meurent de ça. Les chiffres aussi, c'est 14 000 mammifères par an qui meurent en fait de ces plastiques, d'avoir simplement ingéré les plastiques. Et ça, c'est une sous-estimation, c'est ce qu'on a retrouvé. Après, il y en a plein qui sont en mer et qu'on ne voit pas. Donc, ces chiffres-là, c'est les chiffres qu'on a, mais ils sont certainement sous-estimés. Et puis, je parlais des filets de pêche tout à l'heure, ça c'est aussi, on appelle ça les filets fantômes. Malheureusement, un filet de pêche aujourd'hui, il est fait en plastique. Et une fois que le pêcheur, si ça coince, ça arrive de temps en temps. La durée de vie d'un filet, c'est à peu près 2, 3, 5 ans. Au bout d'un moment, en fait, on en retrouve pas mal dans le fond des océans. On considère qu'il y a à peu près 10% du plastique en mer aujourd'hui qui est de ces filets. Et aujourd'hui, il y a un programme du ministère qui veut aller vraiment résoudre cette problématique du filet pour avoir des nouveaux filets qui se dégraderaient au bout du temps. Alors il y a le phénomène d'étranglement, et puis après il y a un résultat qu'on a produit en 2014. Donc Tara en 2014 a fait tout le tour de la Méditerranée pendant 7 mois, et on est allé dans les bassins ouest, dans les bassins est jusqu'au Liban. Et l'idée en fait c'était de prélever près des côtes, au large, près des grandes villes, loin des grandes villes. Et ce qu'on a trouvé en fait c'est que dans plein d'endroits, et pas forcément près des côtes ou au large, de manière indifférenciée en Méditerranée, on avait autant de plastique que de zooplancton. Ce zooplancton, en fait, c'est un peu la base de la chaîne alimentaire, c'est ce qui nourrit nos poissons. Et bien imaginez en fait que vous mangez un chewing-gum, c'est pas bien méchant. Par contre, si je remplis votre assiette à moitié de plastique par rapport à la nourriture, là, ça commence à vous poser des soucis. Ce qu'on a comme effet là-dedans, c'est qu'ils vont ingérer des plastiques, et puis ils se trompent. Pourquoi ? Parce que vous allez voir derrière, il y a de la vie sur ces plastiques, et ça a un petit côté vivant. Donc du coup, ils se trompent, et ils mangent ces plastiques. Et ce qui va se passer, c'est que ça va, soit ils vont mourir parce que tellement ils en ingèrent, soit ça va boucher leur estomac et ils meurent de faim, simplement. Donc on en arrive là, pour ces poissons en particulier qui mangent le zooplancton. Alors ça, c'est ce qu'on voit en fait quand on regarde un plastique à la loupe. Et vous voyez tout de suite que c'est pas quelque chose d'inerte. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de vie en fait sur ces plastiques. Et en 2014 aussi, c'était le deuxième résultat qu'on a montré avec Tara, c'est de montrer justement cette vie qui est sur les plastiques. On appelle ça la plastisphère, on lui a même donné un nom, parce que c'est vraiment un nouvel habitat pour les plastiques. Et on ne peut plus considérer que les plastiques, il y en a quelques-uns, maintenant il y en a partout, et donc on commence à se poser la question de savoir mais comment ils font les organismes pour s'adapter sur ces plastiques. Quelle est la vie qui se développe là-dessus? Est-ce qu'elle est dangereuse, pas dangereuse? Est-ce qu'elle va nous aider? Est-ce que c'est encore un plus par rapport à l'étranglement, à tout ce qu'on a vu? Donc ça, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. On a pu détecter en 2014 pas mal d'espèces pathogènes. Les espèces pathogènes, c'est des espèces de micro-organismes qui vont donner des maladies. Alors rassurez-vous, dans un certain ordre, en fait, c'était pas des maladies humaines, ça c'était des maladies pour les poissons. Ah mince, on a remis une couche sur les poissons. Malheureusement, en fait, ces plastiques, ils vont garder sur eux plein de bactéries pathogènes qui peuvent se transférer d'un poisson à un autre et voilà, pour reproduire des maladies. L'autre aspect aussi, c'est que sur ces plastiques, en fait, on va avoir pas seulement des micro-organismes ou des microalgues, comme vous voyez ici, on voit aussi pas mal de larves. Voilà, vous voyez des larves qui vont pouvoir s'accrocher dessus. Ces larves, c'est le stade le plus petit des animaux. Et là, on s'inquiète. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Herpatosiphonia en Méditerranée. C'est une espèce, en fait, qui avait été apportée, je ne vais pas dire comment, mais peu importe, et du coup, en fait, qui s'était complètement diffusée sur toute la Méditerranée, et qui a perturbé vraiment le système, parce qu'elle recouvrait tout, en fait. Ben, typiquement, ce qu'on a trouvé après le tsunami de 2011, vous vous rappelez de ce fameux tsunami, en fait, en plus des pertes humaines qu'il y a eu beaucoup de déchets qui ont été rejetés en mer. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces déchets? Encore une fois, ils ont fait le tour du GIR du Pacifique Nord, et sur un morceau de polystyrène, on a trouvé jusqu'à plus de 40 espèces qui venaient du Japon.
Donc ça veut dire que ce plastique, c'est un radeau pour plein d'espèces qui vont pouvoir se balader partout. Et par conséquent, on appelle ça des espèces invasives parce qu'elles peuvent envahir en fait un nouvel écosystème et le perturber vraiment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, pas forcément facile à démontrer. Et puis on travaille aussi sur la question de savoir si ces organismes ils sont éventuellement capables de dégrader, et ça je vais en parler après. Alors, vous vous dites, ok, je suis passé au-dessus en fait, à force de faire des conférences comme celle-ci, je me suis dit, bon c'est bien, ça les touche, la mer, tout ça, mais en fait, il faut que ça revienne vers nous, que ça nous touche, on s'en rend compte. Et quelles sont les choses qui sont connues aujourd'hui? Eh bien, on sait en fait qu'on va ingérer plus de 10 000 fragments de plastique par an. Par des consommateurs de fruits de mer, notamment dans les crevettes. On sait qu'à chaque fois, par portion, on va manger 7 morceaux de plastique, on va en manger 90 quand on mange un plat de moule. Quand on mange des poissons, heureusement on enlève l'estomac, donc là on n'en mange pas, a priori. Mais on voit que dans le sel marin, on a testé 17 marques, il y a entre 1 et 10 particules par kilo. Donc pas trop, mais finalement on va commencer par en manger. Et puis surtout, moi j'aime bien l'exemple des bouteilles en plastique, qui est une hérésie, pas mal de lobbying, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que l'eau elle est meilleure dans les bouteilles en plastique, elle est bien, elle est jolie, elle est brillante. Mais on sait très bien en fait que dans ces bouteilles en plastique, il suffit que je fasse et là je vais avoir des milliers de nanoparticules qui vont être larguées dedans. C'est normal en fait, quand on commence à emballer des choses enfin le plastique en fait il va quand même se casser, se fragmenter, et les gens qui boivent dans des bouteilles en plastique, j'ingère pas mal de plastique. La solution à ça, elle est simple, prendre des gourdes comme on faisait dans les polos, ou alors prendre l'eau potable dans votre robinet. L'eau est particulièrement bonne en France, il n'y a aucune raison en fait d'aller acheter une eau, tout ça c'est entre nous. La France c'est le 5e plus gros consommateur de bouteilles en plastique. On se demande pourquoi. Quel intérêt alors qu'on a de l'eau parfaite à notre robinet. Il faut savoir aussi que les plastiques dans les estomacs, on en a trouvé dans 114 espèces marines, et la moitié, malheureusement, elles font partie de notre alimentation. Alors, personne n'est jamais mort d'avoir ingéré le plastique. Pour l'instant, si on mange un morceau de chewing-gum, comme je disais tout à l'heure, ça ne fait pas grand-chose. Si on mange toutes ces particules, on ne sait pas trop l'effet que ça a, mais quand on voit l'effet que ça a sur la faune marine, là, on peut vraiment se poser des questions en termes de principe de précaution. Le pourquoi de ça, en fait, c'est que, je ne sais plus si j'en parle après, mais dans les plastiques, en fait, on a le plastique, on peut gérer, mais aussi, il y a éventuellement les bactéries pathogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là, c'est pas trop le cas pour nous. Par contre, il y a beaucoup d'additifs à l'intérieur du plastique. Un plastique, en fait, pour qu'il devienne solide, pour qu'il résiste à la flamme, pour qu'il soit coloré, pour qu'il soit transparent, tout ça, on lui rajoute plein de produits chimiques. Et malheureusement, en plus des polymères qui sont largués, comme je vous ai dit, avec la bouteille en plastique, en plus de ça, en fait, on a énormément de toutes ces molécules chimiques dont on sait, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du bisphénol A à l'époque, il y a quelques années, on disait il faut arrêter ça dans le biberon, on le met ailleurs, on entoure les barquettes avec ça. Tous ces perturbateurs endocriniens qui vont modifier les hormones, nos hormones, en fait, voilà, c'est pernicieux, ça n'a jamais tué quelqu'un, mais aujourd'hui, les effets, certainement, ils sont sur le coup. Mais la science n'a pas encore assez de recul pour dire il y a plus d'effets des pesticides ou plus d'effets des plastiques pour l'instant. Voilà. Alors, maintenant qu'on a passé l'impact sur la santé humaine, j'aime bien montrer en fait ça. C'est des études qu'on fait au sein de l'observatoire ici, où on teste la biodégradabilité des plastiques. Et on va voir en fait que quand on commence à suivre la dégradation d'un plastique et qu'on fait de la microscopie très très fine, qu'on va aller de plus en plus près du plastique, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petites boules. Alors ça vous excite pas du tout, moi ça m'excite en fait, c'est ça mon boulot. Dès que je vois une petite boule comme ça, je fais ah génial, regarde il y a des petites boules. En fait ça c'est des bactéries. Et ces bactéries, alors là quand je vois ça, je me dis oh mais regarde, on va zoomer un peu plus, on va les regarder là. Et là qu'est-ce que je vois? Waouh! Et là c'est l'extase. C'est la bactérie qui est en train de bouffer le plastique, et là moi je kiffe. Donc là je me dis tiens mais il y a des bactéries qui sont capables de manger le plastique. Donc ça fait un moment qu'on travaille sur ces bactéries qui mangent le plastique. Elles existent, c'est vrai. Mais malheureusement, ce qu'on voit, en fait, c'est que la dégradation, elle est supra lente. C'est pour ça qu'on a autant de plastique qui dure aussi longtemps. Le temps de dégradation d'un plastique, on estime que c'est plus de 100 ans. Il y a des gens qui disent 100 ans, 400 ans. En fait, il y a une telle diversité de plastique qu'on n'en sait pas grand-chose, en fait. Mais on sait que ça dure très très longtemps. Et la biodégradation, on sait qu'il y a une fragmentation, qui vont se casser en petits morceaux. Mais la biodégradation, on sait que ça va prendre très 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 longtemps. Néanmoins, on arrive à montrer au laboratoire que des bactéries sont capables de manger complètement un morceau de plastique, mais dans des conditions de laboratoire, etc. Donc avec Annella Meistersheim, qui est là ici, en fait, je vais en parler ensuite,
mais on a monté une société pour prouver la biodégradabilité de certains plastiques, notamment les nouveaux plastiques biodégradables. Voilà. Donc par la compréhension des mécanismes de la dégradation des plastiques conventionnels, comme le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, on avance aussi vers des nouveaux produits innovants qui sont capables de se biodégrader. Et puis pour ça, en fait, à nous tout seuls, on n'y arrive pas. L'histoire, en fait, ça a été que le ministère de l'Environnement, par exemple, nous a dit bon, on va arrêter les microbilles exfoliants, on va arrêter les sacs plastiques à usage unique, on arrête la vaisselle à usage unique, trouvez-nous des substituts. Donc ils sont venus taper à ma porte et ils m'ont dit bon, alors, comment on fait là, comment on arrive à trouver des solutions. Tout ça tout seul, quoi. Donc du coup, on a créé, donc on est à l'origine, en fait, on est 4 personnes à l'origine d'un réseau, et on est super fiers de ça, parce que ça a super bien marché, qui s'appelle Polymère Océan. C'est la première fois que les scientifiques arrivent à bosser ensemble. J'exagère. Mais là, on est 250 scientifiques, enfin, ça a monté un peu, ouais. On est 250 scientifiques, il y a plus de 50 laboratoires maintenant, et c'est toutes les personnes en France qui travaillent sur les plastiques. Des gens qui forment les plastiques, des polyméristes, des chimistes, des physiciens, jusqu'aux biologistes qui voient la biodégradation finale. Et ça, on est super content d'avoir fait ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, les industriels ont un seul guichet pour poser des questions. Donc les questions arrivent vers nous, alors ma boîte mail elle explose, mais, parce qu'il y a vraiment plein de gens qui se posent des questions sur les plastiques. Et on relaye ensuite vers le scientifique qu'on connaît, qui peut répondre à la question. Donc ça c'est important parce que moi, biologiste seulement, je peux évidemment pas résoudre la question du plastique. Néanmoins, on a fait des travaux justement, donc ça c'était le travail avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, où ils nous ont demandé en fait tester différents types de plastique et trouvez-moi des substituts aux microbilles exfoliants. Alors les microbilles exfoliants, c'est pour le gommage pour la peau, c'est pour, on en trouve dans les dentifrices, c'est toutes ces petites billes en fait qui sont utilisées dans la cosmétique. Où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller dans notre évier, et l'évier, ça finit en mer. Donc on en trouve énormément en mer et dans les fleuves. Et du coup on s'est dit lequel on va trouver. Donc pas bête, hein, on va utiliser l'abricot, pourquoi pas, au lieu d'utiliser le plastique parce qu'il coûte pas cher. Ou alors le riz par exemple. Puis après ici en fait c'est des nouveaux plastiques biodégradables. Donc par exemple le PLA, celui-là il est biodégradable dans le compost. Ça veut dire qu'il faut que je le collecte, que je le mette dans un compost industriel qui monte à plus de 60 degrés, et dans ce cas-là particulier, il est capable en fait de se dégrader parce que les bactéries qui sont dans le compost vont réussir à dégrader. Malheureusement en fait quand on vous dit biodégradable en compost, il faut déjà le collecter, alors que je vous ai expliqué en fait au départ que le problème c'est la collecte déjà. Ensuite, il faut l'amener dans un compostage industriel, il n'y en a pas 100 000. Par rapport à la quantité de plastique qu'on est en train de produire, c'est pas forcément la super solution. Il vaut mieux, en fait, puis en plus, celui-là, malheureusement, il n'est pas biodégradable en mer, on n'est pas à 60 degrés quand on est dans l'environnement. Donc ces plastiques biodégradables, compostables, surtout ne les jetez pas, hein, et leur seul devenir potentiel biodégradable, c'est en compost industriel, c'est-à-dire quasiment jamais. Donc mettez-les bien à la poubelle. Par contre, on a trouvé des nouveaux polymères. Celui-là en particulier, je l'aime bien parce qu'il est créé à partir d'une bactérie. On a trouvé une super bactérie marine qui est capable de manger des algues et qui va, en fait, à l'intérieur de ces cellules, faire comme de la réserve. Et cette réserve, elle a fait sous forme de polymère. Yes, génial. Je coupe les membranes, je récupère le polymère et je peux en faire des sacs plastiques. Je peux en faire plein de choses. Donc aujourd'hui, il y a une deuxième génération de plastiques biodégradables qui commence à marcher. Et ceux-là, comme ils ont été faits par des bactéries, ils se dégradent super bien en milieu marin. Alors, j'ai aussi, on est assez fiers en fait d'avoir monté cette société. Alors, on s'est rendu compte que les normes de biodégradabilité, qui fait le sac plastique soi-disant biodégradable, etc., on se rend compte qu'il y a pas mal de ces plastiques biodégradables qui ne se dégradent pas en mer, parce qu'il y a des conditions particulières. Et puis aussi parce que il y a quand même du lobby derrière, il ne faut pas se leurrer. Donc les gens qui font les normes, ils sont aussi influencés par les industriels qui viennent déposer les normes. Quelqu'un qui veut déposer une norme, en fait, c'est qu'il a un produit, il aimerait bien qu'il y ait une norme ISO, machin, qui soit marquée dessus. Et du coup, en fait, nous on se rend compte que d'un point de vue scientifique, il y a pas mal de normes qui ne tiennent pas la route. Donc l'idée en fait de cette société, c'est qu'on dise, ok, on va essayer de faire quelque chose avec notre groupement de recherche, mais ici au laboratoire, avec les bons collaborateurs, pour essayer de trouver un test qui permet d'évaluer le devenir et d'évaluer aussi la biodégradabilité et la toxicité des plastiques en mer. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça sort vraiment de l'Observatoire océanologique de Banyuls, avec l'aide de l'incubateur Arago, parce qu'il y a un incubateur d'entreprise ici au sein de l'Observatoire. Là en fait on ne va pas produire des nouveaux plastiques de demain, on travaille avec ceux qui les produisent. Nous ce qu'on veut ici c'est les tester pour savoir s'ils sont vraiment biodégradables en mer et vraiment pas toxiques pour l'environnement.
Et puis en fait, voilà un peu nos activités en 2014. Donc l'idée en fait, c'est qu'on arrive à faire un réseau de plein de choses. Puis moi j'adore ça en fait, faire des roses. Donc là c'est moi je suis actuellement coordinateur scientifique de cette mission Microplastique 2019, dont on vous a peut-être parlé si vous êtes si vous avez eu la chance d'avoir des places pour visiter le bateau Tara. On fait d'autres campagnes en mer, on a fait des campagnes dans l'océan Indien, il n'y a pas que le bateau Tara évidemment qui va chercher des microplastiques en mer. Et puis donc on participe à pas mal de missions en mer. Bon, c'est le côté super génial du travail, hein. C'est clair que moi je fais ce métier aussi pour ça, j'adore ça. On a fait ce groupement de recherche, Polymère Océan, on a fait cette nouvelle société donc, qui a été lancée en janvier 2019, et puis on a travaillé aussi sur le nouveau décret avec le gouvernement, et vous voyez en fait que le monde scientifique finalement, et c'était pas le cas vraiment avant, on est pas mal écouté à la fois par le gouvernement, on arrive à se regrouper, et là en fait il y a un truc qui est nouveau aussi, c'est qu'on essaie de faire un club d'entreprises avec des entreprises qui sont intéressées pour changer leur comportement. Et là on a touché des grosses sociétés qui sont intéressées en fait pour dialoguer avec des scientifiques pour trouver des solutions. Donc, quelque part, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est le côté assez positif de la fin de mon exposé, c'est de dire que ça avance. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans ce que j'appelle une transition plastique, et avec des scientifiques qui vont travailler avec le gouvernement, et qui vont travailler avec les entreprises aussi, et qui travaillent aussi avec le grand public, comme on est en train de faire maintenant, parce qu'il y a beaucoup de communication qui est réalisée par les scientifiques. Alors je vous parle un petit peu, 5 minutes parce que ça commence à être trop long après, de la mission actuelle, la mission Microplastique 2019. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette mission? Comme vous avez vu, en fait, il y a pas mal de prélèvements qui ont été faits en mer. Ils ne sont pas suffisants aujourd'hui. On sait très bien qu'on estime très mal la quantité de plastique en mer. Mais on a voulu prendre un wagon d'avance et se dire, bon, on sait très bien que les plastiques ils viennent de la Terre. Du coup, on s'est dit, on va aller quand même voir dans les fleuves. Et c'est marrant parce que la science, aujourd'hui, sur les plastiques, elle a été prise par les océanographes. Pourquoi? Parce que les premiers, en fait, qui ont mis l'accent sur les plastiques, c'est les explorateurs qui sont partis, qui ont traversé le géant du Pacifique Nord. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette poubelle-là? Comment ça se fait que j'ai tant de plastique à cet endroit-là? Et c'est la communauté des océanographes qui a répondu en premier. Mais aujourd'hui, maintenant, on est en train de remonter ça, en fait, vers la Terre. Et l'idée de cette expédition, c'est de vraiment remonter vers la Terre, de commencer à travailler avec des gens qui travaillent sur les fleuves, de leur amener notre expertise. L'idée, elle est double ici. Premièrement, on va identifier la source de la pollution, on va essayer de regarder dans les fleuves quels sont les types de plastique qu'on va trouver. Est-ce qu'on trouve plutôt du polyéthylène qui est plutôt de l'emballage? Est-ce qu'on va trouver plutôt du PVC qui est du bâtiment par exemple? Donc on va essayer de trouver les sources. Est-ce qu'on trouve beaucoup de microbilles? Selon les fleuves, vous allez voir qu'on va trouver des réponses différentes. Et puis le deuxième aspect, c'est de comprendre l'impact de ces plastiques sur la biodiversité, de continuer à travailler sur le terrain pour voir les animaux qui sont en train de malheureusement souffrir de cette pollution. Et le troisième, qui n'est pas forcément facile, c'est qu'avec ça, avec des données scientifiques, on va réussir à orienter les mesures qui sont à prendre. Donc ça, on pourra en parler ensuite pendant le débat. Là, c'est donc l'expédition, aujourd'hui, elle a commencé au mois de mai, elle va se terminer au mois de novembre. Ça, c'est une grande chance pour nous, et je remercie encore la Fondation Tara. Ça n'existe pas ailleurs, un bateau qui se met au service de la science à 100%. Donc là, on a la chance en fait d'avoir ce bateau pendant 6 mois, ce qui nous permet en fait d'aller voir différents fleuves, la Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne, l'Èbre, le Rhône et le Tibre. Donc j'ai oublié un, mais voilà. Donc on a 9 fleuves en fait qui sont 9 des plus grands fleuves européens. Encore une fois, rappelez-vous, l'Europe est le deuxième après l'Asie au niveau de la pollution. Et je vous assure que quand on est dans les fleuves, on voit bien cette pollution, c'est assez catastrophique. Dans l'océan, il y a la pollution plastique que l'on voit. Et il y a celle qu'on ne voit pas. Les microplastiques. Grands comme des grains de riz, ils représentent 94% des plastiques retrouvés en mer. Océan Arctique, Pacifique, mer Méditerranée, depuis 2010, la goélette Tara étudie ces minuscules fragments de plastique présents dans tous les océans du globe. Plastique en mer, les solutions sont à terre. Pour mobiliser contre cette pollution invisible, la Fondation Tara Océan et ses partenaires lancent une nouvelle mission entre terre et mer. Son objectif, remonter les principaux fleuves d'Europe, identifier les sources de pollution plastique, analyser leurs impacts sur la biodiversité et orienter les mesures à prendre. De juin à novembre 2019, de la Bretagne à la mer Baltique, de l'Atlantique à la mer Méditerranée, la goélette Tara et son équipage font escale dans 18 ports d'Europe
pour partager l'importance de préserver l'océan. Fondation Tara Océan, explorer et partager. Alors, vous avez bien compris, en fait, le message ici, c'est vraiment les solutions, elles sont à terre, elles sont vraiment pas en mer. Vous avez peut-être entendu des initiatives qui prétendent nettoyer les océans, c'est clair que ça ne marchera pas. On a parlé également des bactéries qui seraient éventuellement capables de nettoyer les océans. Malheureusement, en fait, elles sont trop lentes par rapport à la quantité de plastique qui arrive, la nature s'en sort pas. Donc, comment on peut faire ? Eh bien, en fait, les solutions, on appelle ça l'économie circulaire. Alors, je ne peux pas vous faire un cours sur l'économie circulaire, juste pour vous en parler un petit peu, parce que c'est des choses que vous entendez, et je voudrais juste mettre le point sur différentes choses, parce que c'est l'outil parfait, en fait, le plastique, pour comprendre l'économie circulaire. La première chose qu'il va falloir changer, c'est ici, en fait. Comment on utilise nos ressources. Et là, c'est qui est là ? C'est les industriels, le gouvernement qui va légiférer, qui va essayer de diminuer cette concentration de plastique, et la science qui est là pour innover. Donc, le premier acteur ici, c'est de faire de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'on va réfléchir, contrairement à ce qu'on fait jusqu'ici, réfléchir à l'avenir du produit qu'on est en train de faire. On sait que 10% va arriver dans les océans, donc il faut forcément réfléchir aussi à son avenir en mer. Donc cette éco-conception, elle passe par exemple par créer des nouveaux plastiques qui sont à la fois biosourcés, biodégradables, compostables et recyclables. Donc ces nouveaux plastiques de l'avenir, ils sont en train d'être développés et on travaille vraiment ardemment pour que ça se passe. Le deuxième acteur, ça va être le consommateur. Le consommateur, on va en parler tout de suite. La première chose qui va se passer au niveau du consommateur, c'est bien, il met sa poubelle, il prend ses déchets, il les met bien dans la bonne poubelle, mais ça ne suffit pas en fait aujourd'hui. Tout va se passer dans le magasin. À partir du moment où vous allez rentrer dans un magasin et que vous allez choisir vos produits, on a l'habitude de prendre toujours les mêmes produits, donc il suffit de changer les habitudes, on peut y arriver vraiment. Mais en fait, on se rend compte que quand on sort du magasin, on est rempli d'emballage. Donc là, voilà, le consommateur peut lui aussi faire quelque chose. C'est pas seulement le méchant industriel pour une fois. Nous-mêmes, en fait, on peut être acteur de ça. Et puis le troisième aspect, en fait, c'est la gestion des déchets. Là, c'est le recyclage. Ce recyclage, je vous avoue qu'aujourd'hui, de votre poubelle jaune ici, le recyclage, il est pas énorme. La France n'est pas les meilleurs, la France n'est pas le meilleur pays au niveau du recyclage. On recycle à peu près entre 12-15% de la poubelle jaune. Tout le reste, en fait, ensuite, c'est soit de la combustion pour réchauffer des piscines, c'est des choses qui se font par exemple, ou chauffer des immeubles, soit envoyer vers les pays étrangers pour que ça soit soi-disant recyclé dans des conditions catastrophiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance complètement au recyclage non plus. C'est pas parce qu'on achète des produits recyclables qui sont recyclés. Ça, vous en êtes tous conscients. Donc l'objectif pour chacun en tant que consommateur, c'est de diminuer sa poubelle. Moi, ma poubelle jaune, tous les mois à peu près. En plus, j'ai des voisins pour vous confirmer. Donc voilà, en fait, il suffit de changer les habitudes et on peut vraiment y arriver. Une dernière information, en fait, voilà, c'est tout commence au magasin, réduire notre consommation de plastique à usage unique et de produits inutiles. On est des donneurs d'alerte, c'est ce qu'on voit en mer. On ne voit pas des Rolex ou des téléphones portables en mer. On ne trouve que de l'emballage et des plastiques à usage unique que je considère comme ne coûtant rien. C'est ça qui va finir dans les océans. Il faut réutiliser au lieu de jeter, il faut recycler et diminuer sa quantité de poubelles, ce que je disais maintenant, et regarder la nature de la pollution. Et en fait, il y a un truc qui est super important aussi, c'est se réjouir de ces actes positifs. C'est ce que je fais quand je vais dans les classes de ma fille qui est juste là, je suis trop content qu'elle soit là. C'est que quand je vais la voir, et quand je vais voir ces classes, à la fin, je leur ai raconté l'histoire de la tortue qui se fait manger, tout ça. Je vous assure qu'ils font des têtes encore plus catastrophées que vous. Et après, je leur dis, on va faire quelque chose tous les jours. En fait, vous allez récupérer un morceau de plastique, vous allez le mettre dans la poubelle. Action positive, super. Mais là, en fait, quand on le met dans la poubelle, on pense à la tortue qu'on est en train de sauver. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on fait de bénéfique, en fait, ça nous fait du bien. Voilà, donc l'idée, c'est pas de taper sur les gens en disant regardez, la pollution, c'est une catastrophe. C'est l'idée de se dire dans mon magasin, je vais faire attention à ce que je vais acheter. Voilà. Et à chaque fois que je fais ça, je me dis je suis en train de sauver la planète. Voilà, donc vraiment avec l'idée de se réjouir de ces aspects positifs. Et c'est possible, évidemment, parce que je suis un hyper positif. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais appeler Anne-Laïla Mastertime avec moi. Je crois qu'on a été un peu long, on va pas faire trop long
questions, on va s'accorder à peu près un quart d'heure. Et puis ensuite, en fait, on va libérer les gens parce qu'il fait chaud en plus. Donc soit vous allez libérer la fête des vendanges, soit on reste là en fait pour vous répondre à vos questions aussi. Ah Vincent, si tu peux venir, c'est super. Si. Non, reste avec moi. J'adore, je parlerai moins. Ok, n'hésitez pas à poser des questions. On va lancer n'importe qui. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. En fait, vous avez fait une conférence aussi à Collioure en juillet. Vous avez parlé, en fait, parce qu'on constate, moi je fais partie d'un collectif à Collioure Environnement, et on constate, donc, outre effectivement ce qu'on doit faire en termes d'habitants à l'année ici, l'impact du tourisme, je le vois notamment quand vous allez au Fourade. En fait, moi je ramasse les déchets plastiques quand j'y vais. Et du coup, peut-être que vous en avez peut-être un peu moins, mais je ne vais pas au Fourade. Mais bon, en tout cas, c'est catastrophique en juillet et août, les mégots de cigarettes et tout ça. Enfin, je vais tous les jours me baigner, et puis je ramasse, je sais pas, 5-6 mégots à chaque fois, etc. Et aussi, comme vous disiez, c'est peut-être certains poissons qui en mangent moins, en tout cas. Et vous aviez parlé d'une éco-box, je crois, à Bad News. Et je voudrais un petit peu que vous expliquiez un petit peu ce que vous avez fait, et puis comment on pourrait prendre contact avec les personnes qui s'en occupent pendant que vous n'êtes pas là. Mais merci. Première chose, en fait, quand on réfléchit à une augmentation de population, c'est clair que ça va faire plus de déchets. Ça ne se passe pas que sur nos côtes. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre d'un autre côté, c'est que ce n'est pas forcément les endroits qui sont le plus près de la mer qui vont polluer le plus. Encore, les plastiques qui viennent de partout, ils arrivent des montagnes. Et un des premiers résultats qu'on trouve avec cette expédition Tara Microplastique dans les fleuves, c'est qu'on se rend compte que les plastiques sont déjà sous forme de microplastiques. Ça veut dire qu'ils viennent de super loin. Quand on les récupère au niveau de l'estuaire, ça vient de loin. Donc en fait, c'est pas seulement les villes côtières qui sont les plus, même si on a pas mal de tramontane ici, on fasse pas mal attention. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, alors l'éco-box, en fait, on a mené une action aussi avec la mairie, parce qu'avec tout le travail qu'on va faire, on s'est dit, tiens, si on travaille aussi avec la mairie. Et on s'est dit, en fait, que pour la venue de Tara, on voulait absolument en fait, que la ville fasse quelque chose, et on a eu un écho, mais vraiment hyper enthousiaste, et comme on a de manière générale, de toute façon, cette question des plastiques, elle touche tout le monde, de la mairie de Bad News qui s'est engagée, en fait, et qui a commencé, vous avez vu les panneaux de sensibilisation, on a été beaucoup sollicité en fait pour faire de la sensibilisation. On a mis en place une kermesse zéro plastique. Donc là l'idée en fait c'était de sensibiliser les enfants aussi, et de la kermesse qui se passe à la fin de l'année, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est plein de petits jouets catastrophiques. Donc Plasticati en fait a vraiment soutenu cette activité. On fait pas mal de nettoyage de plage pour sensibiliser les gens, et puis on est arrivé à cette éco-box, cette fameuse éco-box. Et là je vous avoue que là on comprend l'ampleur du problème. Expliquer ça. On a voulu absolument, en fait, l'idée, elle était, je sais pas, elle nous est venue comme ça. On s'est dit, tiens, on va récupérer une bouteille, enfin les gens qui ont des bouteilles en plastique encore, qui veulent les consigner, c'est assez facile en fait. Donc on met en place la consigne à Bad News. Et puis l'avantage, c'est qu'ils mettent la poubelle et ils récupèrent un ticket, et on travaille avec les commerçants locaux. S'ils diminuent leur quantité de plastique qu'ils vendent, du coup, quand on récupère le ticket, on a des réductions dans ces commerces. Donc ça, c'était le cercle vertueux sur le papier, c'était parfait. Tu veux continuer ? Oui, alors bon, techniquement parlant, le souci c'est que aujourd'hui les collectes de déchets se font par des systèmes de collecte tels que le Cidetum, et en fait ils revendent le plastique qui est 100% recyclable, et typiquement ça concerne ces bouteilles d'eau, donc c'est du polyéthylène terephthalate, donc le PET. Et malheureusement pour nous, il y a eu un petit conflit qui s'est instauré, puisque du coup, il y avait une perte dans la récupération de ces bouteilles par un autre système que le Cidetum. Pour le défendre, parce que il se trouve que j'étais avec le maire quand on a discuté avec le Cidetum, et je peux dire qu'il s'est bagarré. Oui, et le maire essaie d'intervenir pour récupérer. En même temps, je les comprends, enfin, ils nous ont expliqué. La collecte des déchets, ça coûte très cher. Le tri des déchets plastiques coûte extrêmement cher. La seule chose avec laquelle ils gagnent de l'argent, outre les taxes ménagères évidemment, mais la seule chose qui leur fait gagner de l'argent là-dessus, c'est les bouteilles en plastique. Et donc, ils ont dit, si vous nous enlevez notre source de revenus du tri de déchets, c'est contre-productif. Donc ça a été effectivement un peu compliqué. Alors ils sont quand même propositivés, ils sont en train
de négocier et de penser à faire un système comme ça qui serait aussi des tomes et qui donc ferait venir, ne ferait pas perdre la ressource aussi des tomes. Et il faut quand même dire aussi que beaucoup d'éco-box sont financés très fortement par des sociétés qui vendent des bouteilles en plastique, qui, comme ça, essayent d'expliquer aux consommateurs que continuez à acheter nos bouteilles parce que c'est pas très grave puisqu'on les recycle. Donc on est au cœur du problème, enfin on est au cœur de la complexité du problème. Et moi je voudrais juste reprendre ce que a dit Jean-François, même si je pense que je suis beaucoup moins efficace que lui dans ma vie personnelle là-dessus, il faut réduire notre utilisation des plastiques jetables. La première solution, elle est là, d'abord et avant tout. Nous, chacun de nous, pas les autres, pas les touristes, pas les machins. La semaine dernière, je me suis aperçu avec horreur que nos étudiants, nous, là, qui viennent, qui sont dans le centre d'hébergement, ont laissé sur la terrasse des tonnes de mégots. Bon, ça m'a fait voir tout rouge. Parce que si nous-mêmes, on n'est pas capable de... Voilà, donc c'est vraiment une question personnelle de chacun. Et on a tous tendance à dire « Ouais, mais moi ça va à peu près, mais regardez les autres, là, c'est... » Non. Il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Typiquement, dans les collectivités locales, aujourd'hui, vous avez plein d'actions qui se mettent en place. Et les gens essayent d'éviter des choses très simples, par exemple le gobelet en plastique dans la machine à café. Oui. Bon, voilà, celui-là il a sauté. Alors, attention, si vous oubliez votre tasse, le café il foule dans la machine. Ah, c'est sûr, c'est un petit détail. Mais du coup, après, les instituts fournissent le verre, tout simplement, avec à l'effigie pour nous de l'EOB par exemple. On a chacun notre verre à l'effigie de l'EOB pour pouvoir aller à la machine à café. Et vous avez ce genre d'usages qui sont mis en place dans d'autres structures, dans d'autres centres publics, qui permettent d'éliminer en fait, ces gobelets. Et le but à terme, c'est même d'aller vers des choses très simples comme la fontaine à eau, tout simplement. Donc c'est le retour de la fontaine à eau dans certaines structures pour éviter la distribution de gourdes, pour éviter des bouteilles en plastique à l'intérieur de certaines institutions. Et si je peux encore ajouter un truc, si vous êtes convaincu par la conf de Jean-François, et honnêtement je trouve que c'est difficile de ne pas l'être, il y a une autre chose que vous pouvez faire, que je fais souvent moi, c'est je vais dans un magasin, j'achète quelque chose, une glace, et puis on met la petite cuillère en plastique, et ben je la refuse et j'explique. Voilà. Et maintenant les gens ils comprennent, et à force, il y a des vendeurs ici à Banyuls, on a le droit de faire la pub ou pas? Ouais, Youyou, il a complètement enlevé, je pense qu'il a presque complètement enlevé tout ce qui était en plastique. Et je pense que c'est comme il nourrit une fraction non négligeable du laboratoire Arago tous les midi, je pense qu'à force il a eu barre et il s'est dit bon c'est bon, je peux aller. D'autres questions? Oui. Enfin moi c'est pas une question, mais je vais exprimer un peu par rapport à la moyenne d'âge de la salle qui est plutôt dans les retraités. C'est assez complexe. Comment peut-on être, enfin, c'est la question que je me pose. Moi je crois qu'il n'y a pas de solution, c'est mort. Ok, j'ai commencé l'écologie il y a 60 ans avec Yves Pacalé. Les propos que vous tenez, les actions que vous faites, Tara, etc., il y en a des millions, c'est d'actualité. On les entend depuis 50 ans. Mais pour faire court, je vais essayer, c'est pas facile. Comment déjà, moi il y a 30 ans en université, quand on avait des conférences, on disait qu'on ne peut pas parler d'écologie dans un système capitaliste basé sur le consumérisme programmé et l'insatisfaction du toujours plus, au niveau de la planète. Donc, ce que vous écoutez, j'en suis parfaitement conscient, j'ai beaucoup navigué aussi, c'est comme moi, j'ai l'impression que vous voulez vider une piscine qui déborde avec une cuillère à café. Parce que d'un côté, vous faites des actions louables, évidemment, mais ça tient, comme l'a dit Céline Dion dans une de ses conférences, que j'ai bien aimé, il a fait un parallèle entre la mort et le déni de la réalité. Parce que vous ne pouvez pas, si on sort ici à l'extérieur, vous voyez le monde en face, par exemple, les bateaux plastiques, les voitures, le surplus, etc. À mon avis, c'est mort. Bon, et pour en terminer, comme beaucoup de gens ici, je pense, le font, au niveau des bons médias, il y en a, pas beaucoup, hein, France Culture, France Inter, etc. On vous dit par exemple que le permafrost de Sibérie a engendré des millions de tonnes de CO2, et le CO2 on en parle beaucoup, mais il y a 25 gaz qui sont beaucoup plus nocifs, c'est comme le plastique. Hein. Et donc il faudrait 20 ans de privation, de restriction pour arriver à compenser, parlons pas des éthérents. Donc comment garder face au savoir qui est inversement proportionnel aux croyances, quand
entre parenthèses la religion, on pourrait déborder, hein, et garder l'espoir face à la réalité du monde qui nous entoure. Vous avez une baisse de température à Shanghai, une nuit, ça a été 3 degrés de moins de température, 26 millions d'habitants. Donc comment pouvez-vous être optimiste dans cette réalité? Moi, je suis maman de 3 enfants. On va essayer de faire quelque chose pour eux, j'ai envie de dire. Alors en fait, je pense qu'il y a des alternatives qui sont mises en place aujourd'hui qui pourraient être des vraies solutions. Typiquement, les nouveaux plastiques comme ceux qui sont développés à partir d'algues ou à partir de bactéries. Typiquement, si demain, en fait, ce genre de plastique avait d'un seul coup le vent en poupe, vous verrez développer des nouveaux métiers tels que ceux de paysans de la mer qui permettraient de remettre en place en fait, l'utilisation des parcs ostréicoles qui avaient été délaissés et qui permettraient en fait, de favoriser des développements d'algues qui sont des puits à carbone et qui permettraient typiquement de modifier en fait, les concentrations en CO2 de l'atmosphère et d'agir comme ça. Et tout comme le plastique que présentait Jean-François tout à l'heure, ces plastiques ils sont fabriqués à partir de bactéries et ils utilisent pour ça des algues, des carbones, en fait ils utilisent du compost en gros, on leur donne ce qu'on veut. Et ces plastiques-là, en fait, ils pourraient suivre un cycle vertueux. Pour les plastiques qui sont en mer, c'est clair, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui on peut rien faire, il faudra attendre malheureusement que la nature reprenne ses droits et qu'elle arrive à les éliminer, puisque nous on ne pourra pas aller nettoyer le fond des mers. Mais par contre, les actions, aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts par rapport à toutes les autres formes de pollution qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Avant, je travaillais sur les pesticides, sur les métaux lourds. Les scientifiques ne se mettaient jamais d'accord, tout le monde était séparé, ça concernait que quelques groupes de la population qui étaient à l'origine de cette pollution. Aujourd'hui, la pollution plastique, elle concerne tout le monde, elle concerne tous les gens qui mangent, tous les gens qui mangent des sandwichs, tous les enfants, tout le monde, tous les gens utilisent des plastiques. C'est pas le sujet, donc plus de lobbyistes au Parlement européen que de gens dans la rue. Oui. 3000 personnes pour le climat, c'est rien, il faut qu'il y en ait 15 000. Oui, mais ça ne vient pas de moi, ça vient des gens qui réfléchissent. Ce que vous proposez, c'est louable, on le sait, mais ça prend du temps. Pour faire une loi, il faut 25 ans pour se mettre d'accord. J'ai une réponse un peu plus philosophique. Ah voilà. J'ai une réponse un peu plus philosophique. Et, personnellement, c'est ma réponse d'être humain à moi. Non, je ne sais pas si elle est réaliste, c'est ma réponse d'être humain à moi. D'abord, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire, ok, moi aussi je trouve que c'est très... mais je peux me tirer une balle dans la tête, là maintenant, devant tout le monde, ça ne va pas régler le problème, et je suis comme Léla, moi j'en ai qu'une, mais j'ai une fille de 20 ans, et j'ai envie qu'elle ait une vie à peu près correcte. Donc, oui, mais alors j'ai envie de vous dire, j'ai pas choisi d'être optimiste, c'est comme ça, je suis né comme ça. Et c'est pas parce que, honnêtement, c'est pas parce qu'on est dans une situation très difficile qu'il faut pas lutter. Et il faut lutter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? Changer de modèle. Est-ce que impossible? On va s'arrêter là, on va passer une dernière question. Et on aura l'occasion de discuter. Attends, n'oubliez pas que je monte. De toute façon, c'est bien d'agir à l'aval, mais il y a urgence, c'est une affaire mondiale. Tant qu'on n'aura pas arrêté les robinets qui se déversent, il faut savoir qu'à Beyrouth, ils font la collecte et ils déversent tout dans la Méditerranée. Dans quel état sont les pays qui sont en guerre? Les réfugiés, on les alimente de bouteilles, d'eau. Et où vont les déchets? Il paraît qu'ils sont dans des conditions épouvantables. Il n'y a aucune gestion des déchets. Je crois que c'est un problème mondial. Hein? C'est un nord-sud, là. À quoi servent les fonds de développement des pays développés? Normalement, il y a des textes de loi pour le développement de ces pays. Moi, je suis allée au Maroc, au fin fond du désert. Vous avez la dernière épicerie, ils sont équipés de bouteilles de plastique, Danone et consorts. Ils utilisent comme nous des couches culottes maintenant. Bien sûr, ils ont des carrefours, mais même dans les petits magasins, ils ont en petite quantité, ils ont les mêmes emballages que nous. Il n'y a aucune collecte qui est mise en place. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des gens optimistes dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent le faire? Voilà.
pense que c'est à nous de bouger. Si vous me permettez juste un point, je viens de passer 15 jours en Asie. Et ça faisait une bonne année que j'y avais pas été. J'ai été super impressionné, ce qui était très très différent avant, par la prise de conscience générale à Taïwan, au Japon, à Hong Kong, de la question des plastiques, par exemple. Et ça, c'est très très différent de ce qu'il y a eu les années précédentes. Donc oui, bien sûr, mais encore une fois, c'est pas le problème des autres, c'est le problème de chacun de nous. Commençons déjà par nous, chacun d'entre nous, là, régler nos problèmes à nous, parce que les autres le font aussi, dans la mesure de leurs moyens, pas plus, pas moins, enfin, on va pas... Et il n'y a qu'une seule solution dans la vie, c'est d'être optimiste. Vous voyez en fait que bon, les façons de voir en fait les choses sont extrêmement variées. On espère qu'on va trouver des solutions, d'autres pensent qu'on ne les trouvera pas. On vous propose en fait qu'on clôt le débat sur ce point de vue, c'est pas inintéressant. Ceux qui veulent continuer à poser des questions, en fait, on reste là.